Bonjour, bienvenue. Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. 25e édition, évidemment, Boursorama est présent et partenaire média. Votre invitée à présent, c'est Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. François Bayrou, c'est intéressant, il se dit prêt à inscrire dans le prochain budget de la Sécurité sociale, les avancées sur lesquelles les partenaires sociaux, ceux qui sont restés autour de la table, ont réussi à s'accorder dans le cadre du conclave sur les retraites CFDT, CFE-CGC, CFTC et patronat. Comment vous analysez ça? Sur le fond, c'est bien déjà, il y a des avancées, il faut les inscrire dans la loi, ou vous y voyez surtout de l'habileté tactique politicienne? En fait, le problème, c'est que François Bayrou ne nous dit rien sur le financement de ces quelques mesures. Or, ce qui était dans les tuyaux, c'est de mettre à contribution de façon très forte les retraités, dont la pension serait désindexée pour les 3 ou 4 prochaines années, et de remettre en cause le dispositif carrière longue en faisant en sorte que 20 à 60 000 salariés ne puissent plus partir avant 64 ans. Et donc, si on met ça dans la balance, on voit que les quelques avancées en question, en fait, sont compensées par d'énormes reculs pour d'autres salariés. C'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pourquoi? Parce que le patronat refuse de payer. Et puis, le dernier point, ça aurait pu être le premier d'ailleurs, la question centrale, c'est les 64 ans. C'est là-dessus que les Françaises et les Français, que les salariés attendent des réponses. Et c'est cette mesure sur laquelle il faut revenir. Or, le Premier ministre et le patronat d'ailleurs se sont entendus pour bloquer toute discussion sur ce point. Les syndicats qui étaient encore autour de la table ont assumé qu'il n'y aurait pas de retour à 64 ans, notamment la CFDT. Ça faisait partie des concessions. Je ne crois pas, puisqu'ils ont adressé un courrier au Premier ministre leur disant qu'ils combattaient toujours les 64 ans et qu'ils demandaient toujours le retrait de cette mesure. Et donc, pour nous, la situation est très simple. C'est maintenant une question démocratique. Les députés, l'événement de ces dernières semaines, ce n'est pas le conclave dont malheureusement l'échec était tout à fait prévisible, puisque c'est le patronat et le gouvernement qui l'ont organisé. L'événement, c'est le fait que le 5 juin dernier, les députés ont enfin pu voter sur la réforme des retraites. Et qu'est-ce qu'ils ont voté? Aux surprises, à une écrasante majorité, ils ont voté la nécessité d'abroger cette réforme. Et donc maintenant, c'est une question démocratique. Le gouvernement doit mettre en œuvre ce qu'ont voté les députés. Ça n'est pas des plantes vertes, ils sont là pour écrire la loi. Et si le gouvernement a encore la main qui tremble, qu'il fasse un référendum pour demander leur avis aux salariés, aux Françaises et aux Français. Ça ne peut pas attendre la prochaine présidentielle? Non. Non. Cette réforme, dans ce cas-là, qu'on bloque l'application de cette réforme. Mais là, la réforme, elle est en train de s'appliquer et elle fait d'ores et déjà des ravages, puisque les premiers à être licenciés aujourd'hui dans les plus de 400 plans de licenciement que la CGT a recensés, ce sont les seniors. Les inscriptions à Pôle emploi des personnes de plus de 62 ans explosent. Il faut arrêter immédiatement cette réforme et revenir sur 62 ans avant, comme le souhaite la CGT, de revenir même sur la retraite à 60 ans. Donc si les règles du jeu, Sophie Binet, changeaient à l'automne, avec ces avancées, l'âge d'annulation de la décote ramené à 66 ans et demi, le coup de pouce pour les pensions des mères de famille calculé sur les 23 et 24 meilleures années, non plus 25 en fonction du nombre d'enfants. C'est maigre, ce sont des avancées qui sont maigres. Mais en fait, le problème, c'est les reculs. C'est voilà, qu'il y a des avancées et il y a des reculs. Et oui, il y a des reculs qui sont inacceptables parce que si on commence à désindexer la pension des retraités, c'est un effet cliquet. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et donc, ça veut dire qu'on organise l'appauvrissement des retraités pour toutes les années suivantes et les générations suivantes. Et c'est extrêmement grave. Et qu'il y a, en gros, on évalue à 5 à 10 000 départs anticipés pour pénibilité supplémentaire, mais qu'en face, il y aurait autour de 50 000 personnes qui ne pourraient plus partir avant 64 ans parce que le dispositif carrière longue serait raboté. Donc, ce ne sont pas des avancées. Maryse Léon, secrétaire générale de la CFDT, demande un équilibre dans les efforts financiers, notamment pour rééquilibrer ou équilibrer plutôt le système des retraites. On a compris qu'elle visait les entreprises. C'est ce que vous avez compris, vous aussi, en creux? Oui, bien sûr. Et c'est là le problème. C'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui... Attention, hausse du coût du travail, vous répondez quoi? Ça sera défavorable à l'emploi. C'est ça. On a envie de dire au patronat et au gouvernement qu'il faut qu'ils changent un petit peu de musique parce que leur musique, elle commence à être singulièrement périmée. J'ai été il y a 3 jours en Allemagne, au sommet franco-allemand qui était organisé par les 2 ministres du Travail. Et ça a été l'occasion de constater qu'aujourd'hui, le SMIC allemand est supérieur de 8% au SMIC français. Et
dans 2 ans, il sera supérieur de 25% au SMIC français. C'est pas vrai qu'il y a un problème de soi-disant coût du travail en France. Le problème en France, c'est le coût du capital. C'est que nous sommes le pays européen qui distribue le plus de dividendes. Par contre, au niveau des salaires, on est en dessous de la majorité de nos voisins. Pourquoi est-ce qu'on distribue plus de dividendes? Parce que les boîtes sont mieux gérées? Parce que la fiscalité... Aujourd'hui, la France est alignée sur l'Europe. Il n'y a pas de dumping français en matière de fiscalité sur les dividendes. On a la flat tax de 30%. Je crois que la moyenne européenne est à 25%. Oui. On n'est pas tellement mieux disant. La fiscalité sur le capital a baissé, notamment depuis Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'on a un problème sur les finances publiques? Parce qu'il y a eu 73 milliards de baisse d'impôts pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises. Et après, sur la question de la distribution des dividendes, je pense que c'est aussi une caractéristique du capitalisme français qui est plus structuré autour de multinationales. Nous n'avons pas d'entreprises, enfin beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire. Et donc ces multinationales, elles distribuent énormément de dividendes, c'est récurrent. Et chaque année, on bat le record des années précédentes. Aujourd'hui, le problème, c'est que les plus grandes entreprises distribuent plus de dividendes qu'elles n'investissent. Donc, et elles font même des rachats d'actions, ce qui est la décision la plus scandaleuse, honteuse qui soit, puisque ça équivaut à brûler de l'argent. Enfin, c'est hallucinant. Tout ça avec le fruit de notre travail, puisque je rappelle que les richesses, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui les créent, pas les actionnaires. Ce qui explique le déficit public français, son dérapage, c'est évidemment... Enfin, c'est pas évidemment, mais la question est posée à chaque fois. C'est assez... le débat en France, quand on pose la question, il y a ceux qui disent « Ah bah oui, les dépenses publiques sont pas tenues », et d'autres qui disent, comme vous, « Ah oui, mais c'est parce qu'on manque de recettes ». Et si c'était les deux ? Moi, je regarde avec attention ce que dit la statistique publique, ce que disent l'INSEE, la Cour des comptes, etc. Et tous les rapports publics sont très clairs sur le fait que ces dernières années, ce qui explique le dérapage des finances publiques, c'est une baisse des recettes, pas une hausse des dépenses. Notamment liée à l'immobilier. En passant. Oui, tout à fait, mais aussi lié à la fiscalité. Et après, sur la question des dépenses, il faut se dire dépenser pour quoi faire. On sait que nous allons avoir à l'avenir de nouveaux besoins liés à la transition environnementale qu'il faut prévenir. On voit avec la catastrophe là, sur la situation caniculaire qu'on n'est absolument pas préparé. Ça nécessite des investissements colossaux. Liés au vieillissement de la population, par exemple, il y a besoin de faire ces investissements. Et oui, c'est des coûts, mais c'est une façon de préparer l'avenir collectivement. Il y a beaucoup de décideurs étrangers qui sont ici. Je me demande comment ils jugent la France quand ils voient un pays où on a une crise politique et on a le plus de dettes publiques, le plus d'impôts, de pression fiscale, prélèvement obligatoire, ça c'est connu aussi. Et il y a de l'insatisfaction. Ça dit quoi quand même d'un pays qui prélève autant en fiscalité, qui a beaucoup d'aides et en même temps une insatisfaction des Français sur notamment les hôpitaux et plein d'autres choses. Ça dit quoi quand même? En fait, quand on se regarde de l'extérieur, ça permet de prendre un peu de recul. Et qu'est-ce qu'on voit sur la façon dont les gens nous voient de l'étranger? Que quand, par exemple, pour tous les binationaux, les personnes qui vivent aux États-Unis, en Angleterre, etc., quand ils ont des soins à faire, ils reviennent en France et ils sont bien contents de trouver le système sanitaire français. L'image de la France à l'international, c'est ce qui s'est passé lors des Jeux Olympiques, où on a été très fiers d'avoir nos services publics à la hauteur qui ont permis d'avoir une grande réussite sur les JO et le monde entier nous envie notre système hospitalier qui est parmi un des meilleurs du monde. Mais il faut écouter l'alerte des soignantes et des soignants parce que si aujourd'hui on n'inverse pas la tendance, on va perdre nos atouts. Pareil sur la question du système ferroviaire. J'étais, comme je vous ai dit, en Allemagne il y a 4 jours. L'Allemagne a la gueule de bois de ses politiques d'austérité depuis 20 ans puisque son système ferroviaire est en lambeaux. Ils sont en train de le corriger d'ailleurs. Et oui, mais sauf que ça, c'est avec beaucoup de retard. Pareil en Grande-Bretagne, où ils sont en train de revenir en arrière sur les 40 ans de privatisation enclenchée sous Margaret Thatcher. Ils n'ont pas le même niveau de dette publique que nous. Oui, sauf que fait l'Angleterre? L'Angleterre nationalise le rail parce que la privatisation du rail a été une catastrophe pour les investissements. L'Allemagne... Ils sont toujours en avance sur nous, les Anglais, à la fois dans leur phase libérale et peut-être dans leur phase... C'est ça. Et donc, ce qui serait bien, ça serait de se servir des Anglais et des Américains pour anticiper et ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Parce que là, sur le rail, c'est une catastrophe et ils vont avoir 10 ans de remise à niveau. Nous, on a la chance d'avoir encore un système ferroviaire qui fonctionne bien. C'est nous qui avons inventé le TGV. Mais là, si on n'investit pas maintenant, on va perdre cet atout. Bon, il faut qu'on parle aussi de François Bayrou et de son plan d'économie de 40 milliards d'euros. On devrait en savoir plus autour du 14 juillet. Il se murmure que ce plan serait radical. Quelle majorité pour voter un plan d'économie? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois en France? Écoutez, ça dépend des choix que va faire le Premier ministre. Nous, ce qui nous inquiète... le déficit? Non.
Non, nous, on a des propositions pour résoudre le déficit. Depuis 7 ans, les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises ont baissé chaque année de 73 milliards d'euros. On cherche aujourd'hui 40 milliards d'euros. Donc déjà, vous voyez que l'équation... La taxe Zuckman, c'est entre 15 et 25 milliards d'euros. Dans Chaque le année. meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc, il y a un bout du chemin qui est fait, mais on résout pas tous les problèmes. Non, mais c'est déjà un gros bout du chemin. Mais par exemple, les 2 chiffres que je viens de vous donner, baisse de 73 milliards des impôts chaque année. Quels impôts, redites-moi? C'est l'ensemble, toutes les mesures fiscales prises par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Taxe d'habitation incluse? Oui, tout à fait, mais ça c'est un petit bout. Ah non, c'est quasiment 20 milliards, c'est entre 15 et 20 milliards. La taxe d'habitation, non, pas 15 et 20 milliards, c'est plus petit, hein, mais en attendant, ça touche pas tous les Français, ça touche d'abord les Français qui sont propriétaires. Voilà, donc malheureusement, il y a plus de la moitié des Français qui ne sont pas propriétaires et qui ne seront jamais propriétaires. Et beaucoup d'évaluations ont montré que toutes ces mesures fiscales ont d'abord bénéficié aux plus riches, notamment la suppression de l'ISF, la flat tax, etc., etc. Donc il faut revenir sur ces mesures. Et puis l'autre proposition que nous faisons, c'est de parler de l'éléphant dans la pièce. Les 200 milliards que nous consacrons chaque année d'aide aux entreprises sans condition ni contrepartie, c'est le premier poste de dépense de l'État. Alors justement, et c'est une très bonne question, c'est qu'en fait, il y a eu une commission d'enquête sur les aides publiques pilotée par le Sénat et Bercy, il y a plusieurs acteurs de Bercy qui ont été auditionnés et certains à Bercy ont dit non, c'est 250 milliards et le ministre de l'économie a dit 150 milliards. Donc on voit que même Bercy n'est pas capable de nous dire le montant précis de ces aides aux entreprises, si c'est 150 ou 250 milliards. Mais il y a des allégements de cotisations, il y a le crédit d'impôt recherche, tout n'est pas ajouté non plus. Ah le crédit impôt recherche, ça serait bien de lire les rapports qui se sont amoncelés sur le crédit impôt recherche. Qui montrent que ça n'est pas efficace. Je vais vous parler par exemple de Sanofi en disant 1 milliard de crédit impôt recherche, division par 2 des effectifs de chercheurs et de chercheuses. Donc on a 200 milliards d'aides publiques aux entreprises qui ne sont pas évaluées, pas conditionnées et même pas connues. Donc, vous supprimez tout ? Non, pas forcément. Il faut les centrer sur les entreprises qui en ont besoin, c'est-à-dire plutôt les plus petites, les entreprises de taille intermédiaire, celles qui sont exposées à la concurrence, parce que là, les premiers bénéficiaires des aides publiques, c'est la grande distribution. Je ne vois pas en quoi la grande distribution a besoin d'aides publiques. Et puis, le conditionner à des objectifs sociaux et environnementaux, parce que c'est un vrai levier pour transformer l'économie. On en est loin. Oui, c'est ça. Et notamment en matière environnementale, on a besoin d'avoir un levier pour accompagner la transformation du tissu productif. Quelles sont les chances pour François Bayrou à la fois de faire passer son plan d'économie, parce qu'il y en aura un, on l'a compris, et 2 Français sur 3 pensent que le Premier ministre ne terminera pas l'année à Matignon. Est-ce que vous en faites partie ? Moi, j'ai pas de boule de cristal et c'est pas ça qui m'intéresse. La question, c'est quels sont les choix qu'il va faire. La CGT le martèle. Il n'y aura pas de gouvernement qui tiendra dans la durée sans répondre aux exigences sociales des travailleurs et des travailleuses. Le mot d'ordre du Premier ministre, ça doit être la justice fiscale. Trouver ces 40 milliards d'euros, c'est simple, mais il faut financer nos services publics et notamment notre système hospitalier qui est à bout de souffle. Allez, merci pour cet entretien avec vous. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, invitée de l'émission Ecorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 25e édition. Merci à vous. De rien.